Bonjour et bienvenue sur News Mobility, le média en ligne qui est 100% consacré au secteur des mobilités. Pour cette nouvelle grande interview, nous recevons aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Michel Vieillefosse, qui est consultant et surtout l'un des pionniers de l'auscultation de la Terre par satellite. Bonjour Michel Vieillefosse. Alors vous êtes polytechnicien, vous avez fait Supaéro Toulouse. Au CNES, vous avez été responsable des vols habités, je crois pour Jean-Loup Chrétien, si j'ai bien lu. Vous avez également établi les premières cartographies des variations thermiques mesurées depuis l'espace. Vous avez également coordonné pendant 5 années des chercheurs européens et vous avez travaillé dans ces entreprises innovantes au sein de l'initiative européenne Eureka. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure parce que je ne sais pas trop quel est ce programme. Vous avez également été associé au programme de la NASA et celui de l'Agence spatiale russe et vous continuez d'enseigner à Supaéro. C'est toujours vrai? Vous enseignez toujours à Supaéro? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ce parcours est exact et reflète? Je sais que c'est difficile en 5 phrases de résumer un parcours professionnel. Et surtout, alors d'où vous vient cette passion de l'espace? Bonjour, Yves Guittin. Oui, c'est un très bon résumé. Alors, la passion de l'espace, quand j'avais 11 ans, j'étais très intrigué par le Spoutnik qui tombait mais rejoignait jamais la Terre. Puis après, j'ai été passionné par les vols sur la Lune. Et tout naturellement, je suis entré au CNES, donc j'ai demandé à travailler au CNES. À l'époque, on ne lançait pas de cosmonautes, mais on m'a demandé d'étudier comment fabriquer et comment spécifier les satellites d'observation de la Terre. Donc pendant 6 ans, j'ai mesuré au sol, par avion, j'ai utilisé des images de satellites américains pour voir comment on pouvait observer la Terre. Alors la Terre en général ou des choses plus particulières? Donc la Terre, l'atmosphère et donc tout ce qui concerne le réchauffement, puisqu'on s'occupait des rayons infrarouges. Et aujourd'hui, je me suis reposé la question, j'avais une certaine vision de ce qui se passait et aujourd'hui je vois que ce qu'on nous raconte, c'est pas exactement ça. Donc j'ai voulu comprendre si je m'étais trompé à l'époque ou si j'avais raison, et c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui qui n'est pas tout à fait exact. Alors en fait, aujourd'hui, on dit certaines choses qui ne sont pas tout à fait exactes, comme vous le précisez. Et le fait de regarder, de prendre de la hauteur, c'est le cas de le dire, pour faire des mesures depuis l'espace, que vous êtes rendu compte que ce qu'on disait par exemple sur le CO2, la qualité de l'air, les océans, les polluants, etc., c'était pas nécessairement exact. Alors c'est quoi cette auscultation de la Terre? Pratiquement, vous avez combien de satellites qui prennent des mesures tous les combien? Comment ça fonctionne? Qui vous envoie des infos tous les combien? Alors, oui, le satellite, bien sûr, on fait des mesures au sol et on cale toutes les mesures par rapport à ce qu'on fait au sol, mais le satellite nous permet d'avoir accès à des lieux qui sont difficiles d'accès. Il nous permet aussi d'avoir une certaine répétitivité puisqu'il passe au-dessus de la Terre avec une certaine fréquence. Et puis surtout, il nous permet de transmettre les données instantanément. Et pour vous donner un exemple, actuellement fonctionne ce qu'on appelle les balises Argo. Il y a 2000 balises qui sont dans la mer, qui plongent dans les profondeurs pendant 15 jours, mesurent tous les paramètres de l'océan, donc température, pression, et remontent à la surface et crachent leurs données au satellite, puis après replongent. Donc vous voyez que le satellite apporte énormément d'informations en plus. Et ça, c'est spécifique à la France ou d'autres pays ont d'autres méthodes Non, aujourd'hui, c'est des projets qui sont, je dirais, qui sont mondiaux. Enfin, du moins, il y a énormément d'échanges entre les États-Unis et l'Europe. Et les deux continents s'échangent les informations et vous avez accès sur Internet quasiment à toutes les informations.
D'accord, sur le site du CNES, on peut avoir... C'est pas sur le site du CNES, mais c'est sur des sites spécifiques. Ce que vous précisez en fin de bouquin, j'ai vu qu'il y avait une liste de sites. Oui, je donne les références des sites. Donc vous cliquez sur le lien et vous avez instantanément accès à la température, à la pression, à l'humidité, au CO2, au méthane de n'importe quelle ville dans le globe. Et donc aujourd'hui, c'est assez fabuleux. Ce qui est dommage, c'est que les gens ne regardent pas ces données, mais elles existent. Alors justement, comme vous regardez depuis un certain temps, alors qu'est-ce qui est, si je ne dis pas de bêtises, hein, qu'est-ce qui est invariant? Je ne sais pas s'il y a des choses invariantes. Qu'est-ce qui progresse le plus? Qu'est-ce qui régresse? Moi, si je regarde un petit peu des stats, alors pas sur ces sites-là, mais sur d'autres sites, on constate que le CO2 baisse. A priori, les taux de CO2 sont en régression depuis les années 70, mais je ne sais pas si je dis une bêtise. Il y a des choses. Alors, quels sont vos premiers constats depuis que vous étudiez et que vous compilez toutes ces données? Alors d'abord, on a des données qui sont fiables pratiquement que depuis 1960. Alors il y a des gens qui ont sorti des mesures avant 1960, mais ça concernait qu'une partie de la Terre, donc il y avait toute une partie de la Terre qui n'était pas observée. Donc on peut vraiment raisonner qu'à partir de 1960. Et à partir de cette date, aujourd'hui, on trouve à peu près toutes les informations. Oui. Alors j'ai une précision, j'ai lu une ou deux fois que la température moyenne de la Terre, finalement, elle n'est pas si élevée que ça, elle est aux alentours de 15 degrés. Est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Donc la température de la Terre, elle est moyenne, elle est de 15 degrés. Elle a monté de 0,9 degrés depuis 1960, ce qui est relativement peu. Et elle a atteint un maximum en 2016. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un plateau légèrement descendant. On est 0,2 degrés en dessous de la valeur de 2016, oui. 2016, c'est le fameux été qui a été très chaud. C'est là où on a eu un maximum, oui. Il y a une canicule, oui. Des problèmes avec les personnes âgées. Oui. Alors, ça c'est la température de la Terre. Bon, c'est une moyenne, donc ça veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des endroits où il fait beaucoup plus chaud, d'autres où il fait beaucoup plus froid. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en équilibre thermique ou en déséquilibre thermique sur la Terre? Alors, c'est une notion qui est assez compliquée parce que, comme vous savez, la Terre, elle tourne, ouais. Donc elle est éclairée... elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même, donc elle est éclairée différemment toutes les 24 heures. On a le soleil qui tape à l'équateur, pratiquement à la verticale, mais qui rase les pôles. Donc on a des éclairements solaires qui sont très très différents. Et on a deux milieux qui sont en interface, qui est l'océan et l'atmosphère, et qui réagissent très différemment. L'atmosphère réagit en 90 jours, donc il s'adapte, s'il y a un changement de saison, il s'adapte en 90 jours. L'océan, il a une inertie beaucoup plus forte et il met 10 ans à s'adapter. Et l'interaction entre les deux, vous voyez qu'ils sont tout le temps en décalage. Donc ils cherchent à tout prix à obtenir un équilibre, ils n'y arrivent pas, et donc c'est ce qui crée toutes ces turbulences sans arrêt. Alors pour revenir à votre question, est-ce qu'on est en équilibre ou en déséquilibre? On bénéficie de manière surprenante d'un soleil qui est pratiquement constant. Donc ça, l'éclairement solaire est pratiquement constant. Et par contre, on a des variations du vent, de l'évaporation, donc qui font qu'on va avoir des écarts, et puis la perturbation aussi de l'homme, qui font qu'on va avoir des écarts par rapport à cet équilibre. Ce qu'on observe quand même, c'est que la quantité de chaleur qui s'échappe de la Terre augmente très légèrement depuis 1960. D'accord. Et elle s'échappe par rayonnement infrarouge, donc on a 5 watts par mètre carré, ce qui fait à peu près 2% d'énergie en plus qui s'échappe, ce qui représente quand même pratiquement 1 degré qui s'échappe par rayonnement infrarouge. Et donc, ceci dit, on maintient un équilibre thermique. Alors,
enfin, c'est la Terre avec ses océans et son atmosphère qui se régule avec des inerties différentes l'un par rapport à l'autre. Il y a un équilibre, enfin la Terre résout toujours les problèmes et fait une espèce d'équilibre naturel. Je ne dis pas de bêtises si je dis ça. Tout à fait. Alors, effectivement, alors l'homme arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Il perturbe ces équilibres. Et la nature, elle essaye de stabiliser ça. Donc, il y a des stabilisateurs naturels, la végétation, les océans, qui vont au contraire stabiliser les écarts et les diminuer. Est-ce qu'il y a un seuil maxi au-delà duquel la Terre pourra plus se réguler? Elle sera, comme quand je lis le sous-titre de votre livre, c'est le réchauffement climatique, une affaire entre la nature et l'homme. Généralement, quand il y a interaction entre la nature et l'homme, sauf grande catastrophe, c'est pas souvent la nature qui gagne, c'est plutôt l'homme qui abîme ou qui détruit la nature. Alors l'homme abîme. Aujourd'hui, la nature répare, et elle sait encore réparer. Donc elle le fait très bien. Hein. L'homme fait des émissions de CO2 par les énergies fossiles, la nature en absorbe la moitié. Donc la moitié est absorbée par les pompes biologiques, soit par les végétaux, surtout par les océans et par le phytoplancton. Est-ce qu'on va au-delà de ce que la nature sait réparer? Alors, il faut faire attention, on peut y aller. En particulier, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est la déforestation en Amazonie. Où on a... Alors, a priori, là, on est tranquille pendant un mandat avec le nouveau président, puisque lui, il ne touchera pas, en principe. Alors, la déforestation en Amazonie, on a supprimé, enfin, les habitants locaux ont supprimé 30% de la forêt. Si on transforme la forêt amazonienne en Sahara, ça sera irréversible. On ne reviendra pas à la situation antérieure. Donc effectivement, la nature répare, mais il y a des limites. Et on commence à s'approcher des limites. Moi, j'avais fait la cartographie de la forêt du Laos dans les années 70. À l'époque, il y avait 30% qui manquaient. Aujourd'hui, il en manque 60%. Donc on voit qu'on va atteindre des limites où on va dépasser les seuils qui permettront de récupérer les dégâts. En Indonésie aussi. Et en Indonésie, l'Indonésie et puis l'Afrique aussi qui déboise énormément. Alors, plus généralement, c'est on a touché quelques éléments. Votre point de vue justement sur ce réchauffement climatique, puisque vous dites qu'il y a réchauffement climatique, puisque vous en avez fait le titre de votre livre. Et puis ces causes, en fait, ces causes réelles, c'est-à-dire celles qui vous paraissent logiques par rapport à ce que vous avez pu observer, et pas forcément le doigt sur le CO2 tout le temps. Enfin voilà. Je suis bon, on sait que la forêt, c'est le climatiseur, le grand climatiseur naturel de la Terre. C'est vrai que si on le détruit, il y a un autre point de vue que vous évoquez, c'est l'artificialisation des sols, de bétonner et bitumer. C'est pas bon parce que l'eau ruisselle, elle ne s'infiltre plus, et puis la chaleur n'est pas absorbée, elle est réfléchie. Donc, aujourd'hui, on en est où du réchauffement climatique? Quelles sont les 2 ou 3 principales causes? Et puis après, on verra les solutions qu'on doit absolument... Alors, ce que j'ai voulu comprendre, c'est quels étaient les facteurs, quels étaient ceux qui étaient importants, ceux qui sont moins importants, pour définir après un plan d'action, s'attaquer à ceux qui sont importants et qui sont faciles à résoudre. Alors, tout le monde parle du CO2. En fait, le CO2, pratiquement tout le monde est d'accord là-dessus, il fait un réchauffement de 0,3 degrés uniforme sur la planète. Donc, vous regardez un petit peu partout et puis il se répartit très très vite sur toute la planète. Alors, on dit que c'est M. Jancovici qui dit ça. Il dit que quand tout ce qu'on surstocke dans l'atmosphère, ça met 10 000 ans, ça mettra 10 000 ans à disparaître. On y viendra après, je voudrais finir sur le... Donc, il y a une répartition uniforme qui est 0,3 degrés. Mais maintenant, quand vous regardez les températures localement, vous voyez qu'il y a des zones spécifiques où l'échauffement est beaucoup plus fort.
Donc si vous mesurez au-dessus de l'Amazonie, on est à 1,5 degré. Si vous mesurez au-dessus de l'Europe, on est à 2 degrés. Si vous mesurez au-dessus de la Chine, on est à plus de 2 degrés. Par contre, l'Inde est à 0,7. Donc vous voyez qu'il y a des influences locales, et ça vient de l'altération des sols. Donc si on supprime la forêt en Amazonie, on supprime l'évaporation que provoque la forêt amazonienne et qui refroidit toute la région. L'évapotranspiration. Donc on supprime ça, et donc on a un échauffement qui est plus fort. Si on bétonne l'Europe ou la Chine, on supprime l'évaporation naturelle que faisaient les campagnes, puisque là, l'eau se met à ruisseler et aller vers la mer, et donc on ne réchauffe plus localement, donc on a des échauffements très forts. Si on applique ça à l'ensemble de la planète, on voit aujourd'hui que la première cause de réchauffement, c'est le déboisement. C'est le déboisement en Amazonie, en Indonésie et en Afrique, qui fait pratiquement la moitié du réchauffement qu'on observe. La deuxième cause, c'est effectivement la bétonisation des villes, des zones industrielles, les parkings de supermarchés, qui créent un quart du réchauffement, et c'est plus que le CO2. Donc ça veut dire après, quand on va se poser la question des solutions, il faut résoudre d'abord ces problèmes-là. Il faut résoudre les problèmes les plus importants et ceux qui coûtent le moins cher pour diminuer la température de la Terre. Ne pas toucher à la forêt amazonienne, normalement ça ne coûte pas cher si on n'y touche pas. Mais, oui, sauf que tout le monde y participe. Il n'y a pas que les Brésiliens qui y participent. Oui, la France, la Guyane. Non, la France y participe quand elle importe 60 000 tonnes de soja chaque semaine à Saint-Nazaire, de soja brésilien, elle y participe. Si elle décide du jour au lendemain d'arrêter ses importations, peut-être que les paysans arrêteront de couper les arbres et de planter du soja. Et du soja qui est peut-être OGM en plus. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais donc, si on veut vraiment arrêter la déforestation de l'Amazonie, il n'y a qu'une solution, c'est d'arrêter les importations de soja. Alors, et pour les autres, pour la Chine et l'Afrique? Alors, l'Indonésie, c'était le problème de l'huile de palme, qu'on nous oblige à mettre dans nos carburants. C'est pareil, il faut arrêter. Ça crée un réchauffement bien supérieur. Alors on ne le met plus dans l'alimentation, je crois, ou très peu. Je crois que c'est quasiment... oui, c'est pas bien. Oui. Et puis effectivement, et en Afrique, alors qu'est-ce qui est... parce que les Africains, il faut qu'ils se chauffent, il faut qu'ils fassent du feu pour manger, parce qu'ils n'ont pas forcément une plaque électrique ou... Oui, mais le déboisement, il ne vient pas de là. Le déboisement, il vient qu'on veut planter autre chose à la place et qu'on exporte. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir. Donc c'est bloquer ces importations qui entraînent la déforestation. Ce n'est pas la vie locale qui entraîne ces réchauffements. Et puis donc, alors en Europe, c'est plus l'artificialisation des sols. Donc là, il faut légiférer parce que les grandes surfaces de parking... il faut peut-être expliquer aux gens aussi, avant de légiférer, il faut leur expliquer qu'on peut remplacer facilement un parking bétonné par des plots et puis on passe la tondeuse une fois tous les 15 jours. Et à ce moment-là, l'eau pourra rentrer dans le sol quand il pleut et elle pourra s'évaporer quand il fera très très chaud. Et à ce moment-là, on n'est plus là à réchauffer la planète. Alors, donc il y a vraiment, je pense qu'il faut expliquer aux gens. C'est pareil quand je vois à Paris qu'on bétonne le pourtour des arbres. Donc l'eau ne peut plus rentrer, elle ne peut plus s'évaporer et donc on provoque un réchauffement. Alors comment vous expliquez que, en fait, vous êtes très peu nombreux à parler de ces causes, qui sont les principales, et que le discours ambiant, c'est le CO2, la voiture. Alors évidemment, ça bouffe des énergies fossiles, etc. Mais en fait, il y a la Bible, on a l'impression qu'on a gravé dans le marbre à un moment donné les travaux on a compilé les travaux des chercheurs du GIEC, puis maintenant c'est la Bible,
on rajoute des chapitres. À chaque fois, on met un petit degré, un machin. En gros, on fout la trouille un peu à tout le monde en disant, voilà, mais si demain on ne fait pas tout ça, on sera grillé. On va tous mourir grillés. Alors vous dites qu'il faut expliquer, il ne faut pas alarmer bêtement et il ne faut pas faire peur aux gens, c'est pas ce qui fonctionne. Mais pourquoi il n'y a pas suffisamment de gens qui, à votre avis, parlent de déforestation et d'artificialisation des sols plutôt que les travaux du GIEC, vous en pensez quoi? Parce que il y a des scientifiques et ils sont nombreux. Alors, en fait, on n'a jamais eu aussi facilement accès aux mesures et personne ne regarde les mesures. Personne. Or, vous pouvez taper sur Internet, en 3 minutes, vous avez toutes ces mesures. Et moi, dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est systématiquement, je regarde les mesures, j'avais certaines idées sur certains phénomènes physiques, et sans arrêt, je les compare aux mesures, et je dis, est-ce que les mesures disent exactement la même chose? Si la mesure ne dit pas la même chose, c'est que le raisonnement n'est pas bon. Donc il faut vraiment revenir aux mesures, regarder les mesures. Typiquement, vous prenez le CO2. Dites-moi qui a regardé les mesures de CO2 quand il y a eu l'épisode de la Covid? Personne. Personne. Parce que si vous aviez regardé les mesures du CO2 pendant la Covid, tout le monde avait dit que ça devait baisser puisqu'on avait arrêté les usines, les voitures, toute l'activité industrielle. Donc moi, je m'attendais à ce que le CO2 chute. Non, il s'est mis à monter comme jamais il avait monté. Donc les gens ne regardent pas les mesures. Ils sont dans leur idéologie, c'est beaucoup plus facile. Comment vous expliquez ça? Comment c'est l'inertie du système qui fait qu'il n'y a pas eu de constatation tout de suite d'une baisse et après le Covid, ça a continué à grimper ou ça a baissé? C'est quoi l'explication du coup? L'explication, c'était qu'en fait, les océans se sont mis à chauffer. Bon, c'est pour des raisons qui demanderaient plus de temps à expliquer, se sont mis à chauffer. Et donc, et la température et le CO2 ont continué à monter. Mais en fait, personne ne veut regarder les mesures. Oui, ça demande un petit travail, mais c'est pas un travail compliqué. Alors que moi, je ne regarde pas, c'est pas bien, mais c'est quelque part normal. Mais les gens du GIEC sont des scientifiques. Alors, eux, ils sont dans des modèles qui sont des boîtes noires, donc vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ils partent sur des raisonnements qui ne sont pas toujours exacts. Typiquement, le GIEC dit la vapeur d'eau amplifie l'effet du CO2, puisque vous avez un réchauffement. Leur raisonnement, c'est que vous avez un réchauffement, donc la température a monté, donc il y a une évaporation plus forte. Bon, moi, je me suis amusé à regarder les mesures et ce n'est pas ça que je vois. Depuis 1960, au contraire, la vapeur d'eau a diminué. Alors bon, vous partez sur des raisonnements comme ça, mais il faut revenir aux mesures. Oui, en fait, ils partent plus aujourd'hui sur des postulats que sur les mesures. Donc quand vous regardez les mesures, vous voyez qu'en fait, la vapeur d'eau, elle a diminué de 1960 jusqu'à 1998. Puis après, elle s'est mise à remonter. Et donc, il faut arriver à comprendre pourquoi il se passe ça. Alors, vous parliez de l'inertie différente des deux systèmes, atmosphère tout à l'heure et océan. Est-ce que aujourd'hui, on peut, avec toutes les mesures que vous avez vues, on peut déterminer des cycles où c'est aléatoire, est-ce qu'il y a des... On peut dire, si ça continue comme ça, comme le font les gens du GIEC, dans 10 ans, on va tous griller, dans 5 ans, on va tous griller, dans 20 ans, la Terre, il ne restera plus rien. Alors, donc, la nature, elle fait des cycles. Le Soleil, il a un cycle de 11 ans. Donc, tous les 11 ans, on a un maximum solaire, un minimum solaire. Là, actuellement, on va s'approcher du maximum solaire. Le Soleil, il chauffe très fort. Il y a 3-4 ans, il était au plus bas. Par contre, ce qui est inquiétant, effectivement, c'est l'action de l'homme qui, elle, en général, va en augmentant, et en particulier, et sur la forêt, et sur le bétonnage, et aussi le problème des mises en jachère des terrains font qu'on augmente. Donc la vraie question là, c'est est-ce qu'on arrête la déforestation ou pas? Si on arrête la déforestation, on va déjà supprimer la moitié du réchauffement climatique.
Et si on supprime la bétonisation, qu'on supprime aussi les fuites de méthane qu'on connaît parfaitement, qui sont identifiées, on sait exactement où elles sont, on les voit par satellite, pratiquement on peut arrêter le réchauffement de la Terre. Les fuites de méthane, c'est dans le pergélisol Non, les fuites de méthane, c'est les gazoducs. Ah, sur les gazoducs. Les gazoducs qui fuient un maximum, donc on voit très bien par satellite qu'il y a une énorme fuite de méthane dans le Sichuan, là où il y a les pandas. Tout le monde s'en moque, pourtant il n'y a plus beaucoup de pandas. Il y a une énorme fuite de méthane au niveau des 4 États américains. C'est là où les Indiens Navarro, mais tout le monde s'en fiche aussi. Et donc on laisse ces fuites de méthane qui contribuent pratiquement maintenant fortement au réchauffement. C'est plus enfin, entre guillemets, dangereux que le CO2, enfin, c'est pire que le CO2, le méthane. La question, c'est que les fuites de méthane, vous pouvez les arrêter facilement. Oui. On sait où elles sont, on peut arrêter, ça coûte pas très très cher. Le CO2, vous allez vous épuiser à vouloir lutter contre le CO2 et il ne se passera rien. Il ne se passera rien parce que, d'accord, c'est bien beau de supprimer les émissions fossiles de CO2, mais vous supprimez aussi, vous diminuez les pompes biologiques. Or, les pompes biologiques en absorbent la moitié. Et donc, vous allez vous épuiser à lutter contre le CO2, qui par ailleurs ne réchauffe pas l'atmosphère de manière colossale. C'est 0,3 degrés, on peut très bien vivre avec ça pose aucun problème. Donc, il faut vraiment s'attaquer aux autres causes, les causes qui sont faciles, qui ne coûtent pas cher, et où on obtient des résultats rapidement. Le problème, c'est d'obtenir des résultats rapidement. Si vous demandez aux gens de faire des efforts pendant 30 ans et qu'au bout de 30 ans, ils voient qu'il ne se passe rien, vous perdez toute crédibilité. Et donc, aujourd'hui, donc les solutions, on les a vues, de par ordre d'importance, c'est supprimer l'artificialisation, arrêter la déforestation. Mais il y a quand même le facteur humain qui joue, on l'a vu. Et le problème du facteur humain, c'est que lui, il continue à croître. Et aujourd'hui, on a passé la barre des 8 milliards, je crois. A priori, on devrait monter à 11, puis après, ça devrait se stabiliser, puisque les populations africaines auront peut-être moins d'enfants, ou en Inde aussi. Mais voilà, il y a encore 3 milliards. Oui, mais là encore, je dirais encore, regardez les mesures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Chine a monté de 2,5 degrés, l'Inde a monté de 0,7 degrés, pratiquement en dessous du niveau moyen de la planète. Mais parce que l'Inde ne bétonne pas. Oui. Et pourtant, c'est aujourd'hui le premier pays au monde au point de vue habitant. Donc, on peut très bien avoir une population très très forte et l'Inde fait ça très, très intelligemment. Ils gèrent ça très intelligemment. Donc, ils ont un réchauffement qui est beaucoup plus faible que les autres. Alors, on a dit cet été, c'était au mois de mai, que l'Inde était montée à 50 degrés et tout ça. On voit sur les images satellites qu'effectivement, dans les villes, à New Delhi, il faisait 40 degrés, mais dans les campagnes, juste à côté, il faisait 15 degrés. Et donc, ils sont arrivés à préserver les campagnes et à préserver une évaporation qui est très, très forte. Alors, dans votre livre, également, vous abordez les problèmes d'énergie, de transport et de mobilité. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, que je suis. Notamment sur les énergies. Bon, les mobilités aujourd'hui, elles sont très monomodales, on va dire. Ou alors, on met une trottinette dans son coffre, donc ça y est, on fait de la multimodalité. Mais bon, on promène sa trottinette, c'est tout. Au niveau des énergies, donc il est prévu de supprimer, alors à plus ou moins long terme, on n'est pas d'accord sur les calendriers entre l'Europe et la France. Enfin, voilà, on ne dit pas forcément la même chose dans les définitions. On devrait supprimer les énergies fossiles pour les remplacer par d'autres énergies, avec pour beaucoup l'énergie électrique, c'est un peu la doctrine ou le credo d'aujourd'hui. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que là, il faut aller... Moi, je suis assez contre la mono-énergie, de faire passer mon truc électrique pour tout le monde dans toutes les situations et tous les cas de figure. Je pense que c'est quand on fait ça, mais dans n'importe quel domaine, je pense que c'est pas forcément bon. Donc, c'est pas la bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les énergies renouvelables ne sont pas matures.
On veut nous faire croire qu'aujourd'hui on sait faire, on ne sait pas faire. On ne sait pas stocker des électrons. Pour la bonne raison que si vous mettez des électrons dans une bouteille, ils n'ont qu'une idée, c'est de se repousser les uns les autres. Donc on ne sait pas stocker l'électricité. On est incapable de stocker. Sauf sous forme sauf dans des batteries ou sous forme d'hydrogène. On va changer d'état. Donc on va transformer l'électricité en énergie chimique ou en autre chose, ou on va remonter l'eau dans les barrages. Donc il y a un changement d'état. Qui dit changement d'état dit perte d'efficacité. Et donc aujourd'hui, c'est une industrie qui est absolument pas mature et on est incapable de stocker. On est incapable de stocker 15 jours d'électricité en France. Et quand vous regardez les chiffres, la deuxième quinzaine de décembre, en France, les éoliennes n'ont marché que 3 jours sur 15 jours. Donc on fait comment les 12 autres jours? On fait comment? Et on est incapable de stocker. Aujourd'hui, on sait stocker 1% d'électricité. On est incapable de stocker 1% d'une consommation journalière. Vous voyez qu'il faut multiplier ça par 150 pour être capable. Donc on est incapable de passer au tout électrique. La deuxième chose, c'est que l'électricité, il faut que ça réponde à la demande. Et vouloir remplacer des énergies pilotables, où jusqu'à présent EDF répondait à la demande des consommateurs, vous voulez de l'électricité, je vous en donne, par des énergies intermittentes qui décident quand elles veulent, quand elles marchent, eh ben vous avez un problème. Et c'est la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, elle vient de là. On a remplacé des énergies pilotables, où EDF était capable de répondre à la demande, par des énergies intermittentes qui marchent quand elles veulent. Ce n'est pas du tout un problème de carburant et tout, comme on a raconté. Aujourd'hui, on a toute l'essence qu'on veut, on a tout le gaz qu'on veut. On a tout ce qu'il faut. C'est vraiment qu'on a supprimé des énergies pilotables, qu'on les a remplacées par des énergies intermittentes qui ne sont pas là quand on en a besoin. Et dans Donc il faut faire une transition énergétique, pas en 10 ans, c'est voué à l'échec. En plus, c'est des investissements qui sont extrêmement lourds, c'est 40 ans. Les investissements énergétiques, c'est 40 ans. Donc vouloir remplacer ce qui existe aujourd'hui, vous dites je le mets à la poubelle et je ne l'ai même pas amorti ni rien. Le faire en 10 ans, c'est pas possible. Et le faire en 10 ans, bah d'accord, mais vous payez. C'est-à-dire vous êtes prêt à payer qu'on met à la poubelle des équipements qui marchent, qu'on les remplace par des équipements qui marchent moins bien, et vous êtes prêt à payer la différence. Et la différence, elle est colossale. Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à payer 10% de pouvoir d'achat en moins pour l'ensemble des Français, ou même 20% de pouvoir d'achat en moins, ou pas? Aujourd'hui, on a commencé, mais on est à 1%. Donc vous voyez que si on passe à 10% de pouvoir d'achat en moins, donc il faut poser la question aux gens. Et c'est là où je dis, il faut qu'on ait un débat scientifique, expliquer aux gens ce qui se passe, expliquer les conséquences. Est-ce que vous êtes prêt à baisser votre pouvoir d'achat pour ça, pour un résultat qui va être quasiment nul? Alors, est-ce que si je lis en filigrane, quelque chose qui est pilotable, par exemple le nucléaire, c'est quelque chose qui convient? Le nucléaire, oui, globalement ça convient parce qu'il est pilotable, on ne peut pas quand même le piloter complètement, mais globalement oui, il répond à la demande. Il répond à la demande. Sauf que là, on est dans une espèce de... Ah ben là, on est parti pour une crise énergétique qui va durer 10 ans parce qu'on va pas... Parce que c'est des investissements extrêmement lourds, on ne va pas les construire du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, il y a un déficit d'énergie pilotable qui va continuer à s'aggraver. Et donc on est parti pour une crise qui va durer, oui. On avait... il y a un programme qui avait été lancé, je crois que c'est le CEA qui pilotait, qui s'appelait Astrid, c'était des réacteurs de moyenne puissance. Ça permettait de réutiliser l'uranium 238 et le plutonium, si je ne dis pas de bêtises, qui sont stockés à La Hague, qui sont en train de déborder dans les piscines. Et quelqu'un qui d'une croix a biffé sur la feuille. Et du coup, aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on avait de l'avance sur ce sujet-là. Et ça a été mis complètement à l'arrêt. Je ne sais pas si ça... Puis pour faire mettre en route les nouveaux réacteurs, ça va prendre du temps, c'est compliqué. Il faut qu'on fasse venir des soudeurs canadiens, parce qu'en France, on ne sait plus souder. Alors ça, c'est la partie énergie. Et sur les transports et la mobilité, alors c'est pour être plus sobre, il faut... c'est vrai que si on a tous une voiture et qu'on s'en sert tout seul, on fait de l'autosolisme, c'est pas très
c'est pas très efficace. Bon, l'autopartage et le covoiturage, ça avait un petit peu démarré, mais le Covid a arrêté tout ça, évidemment. Puisque on fait pas de covoiturage quand il y a le Covid. Et ça a du mal à redémarrer. Est-ce qu'on peut mesurer aussi de l'espace tout ce qui est transport par exemple, le fait de faire des autoroutes, quelque part, c'est aussi de la bétonisation. Enfin, bon, alors il y a des périodes de vacances, il y a des bouchons, mais moi je prends la 77 pour aller dans ma Bourgogne natale. Si je pars le jeudi, on est 3 voitures, quoi, jusqu'à Nevers, donc c'est pas très. Quel est votre sentiment là-dessus et qu'est-ce qui vous paraît juste et intelligent de faire? Les pistes cyclables, on bétonne aussi. Hein. Les pistes cyclables, on bétonne, je suis d'accord avec vous. Alors la voiture... On bétonne encore plus, on rajoute. On rajoute une bande, oui. Ouais. Ça me fait hurler quand je vois ça. Ça me fait hurler parce qu'une fois de plus, ça montre qu'on n'a pas expliqué les choses, qu'on n'a pas compris le problème. Le problème des voitures et de tous les transports, c'est pareil. C'est des investissements sur des durées de temps qui sont... Une voiture, c'est 26 ans. C'est 12 ans en Europe, 14 ans en Afrique. Un train, c'est 40 ans. Donc vous pouvez dire aux gens, on fait la transition en 10 ans, mais ça veut dire qu'ils mettent à la poubelle leur voiture qui marche et qu'on va leur demander d'investir. Donc ça va coûter. Et les gens n'ont pas les moyens de se payer ça. Donc là, il y a un vrai problème. En plus, il faudrait faire la différence entre les villes et les campagnes où les deux problèmes sont totalement différents. L'autre question qui se pose, c'est le tout électrique. C'est bien beau de dire on fait tout électrique, mais alors expliquez-moi, quand vous avez 1 million de personnes qui remontent la vallée du Rhône, comment ils rechargent leur voiture électrique dans un temps raisonnable. Donc il y a un problème de disponibilité de l'électricité sur des lieux spécifiques qui vont varier suivant les saisons, suivant les événements et tout ça, qu'on ne sait pas faire. Il faudra qu'ils prennent le TGV. On ne sait pas faire. Mais qui rajoutent des rames. Non, on ne sait pas faire. Donc, je veux dire, on n'a pas réfléchi suffisamment sur le problème des transports. En tout cas, on a essayé de parcourir un petit peu tout ça. Donc, on arrive au terme de cette interview. Moi, j'ai quand même appris pas mal de choses. Maintenant, je vais le lire en intégralité, éclairé par l'interview d'aujourd'hui. On a bien compris qu'il faut expliquer aux gens, mais pour expliquer, il faut regarder la réalité des choses. Donc, il faut faire comme font tous les scientifiques, c'est-à-dire mesurer, et faire des statistiques, en tirer des conséquences et avoir des idées peut-être de solutions. Donc c'est aussi, j'espère que ça va servir aussi à ça, c'est-à-dire apprendre aux gens à avoir une méthode un petit peu plus efficace pour avoir derrière, pas nécessairement en fonctionnant qu'avec des opinions ou des on-dit ou des choses qu'on répète comme des perroquets sans avoir compris ou sans connaître les choses. Merci de nous avoir accordé cette interview. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Réchauffement climatique. Alors, ce n'est pas le réchauffement climatique, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de point de suspension, il n'y a pas de point d'interrogation, il faut lire. Donc, réchauffement climatique et surtout le sous-titre, une affaire entre la nature et l'homme. Et c'est donc aux excellentes éditions de l'Harmattan. Merci également à nos auditeurs et spectateurs à qui nous donnons donc maintenant un nouveau rendez-vous très prochainement pour d'autres interviews. Merci encore et à très vite sur iNews Mobility.